Et bien donc là, à partir de 80, on a tourné un peu avec le groupe Little Boy Story. Et puis j'ai splitté le groupe. Et à ce moment-là, j'avais vu jouer Gilou au golf avec son groupe. Il dit tiens, il a une bonne allure, il joue pas mal. Et Nico Garotin était Roddy de Mino Cartier. Donc j'ai vu jouer un peu, faire les sons de batterie. J'ai dit tiens, il est pas mal. Mais il est tout jeune, il avait 19 ans. Tu vois. Et j'étais un peu leur père, moi. Hein. Et après, j'ai gardé François Géhin. On n'avait pas de guitariste solo parce que Gilou était plutôt riffer et rythmique. Maintenant, il me fait aussi des solos et puis il se débrouille bien. Il s'améliore tout le temps. Et, euh, et j'avais demandé à ce moment-là, il y avait le guitariste qui était là, qui était un guitariste de Paris. Oui, il s'appelait bien. Oh, excusez-moi. Excuse-moi, Jean-Louis. Jean-Louis. Voilà. Et je lui avais dit, tu restes ou tu t'en vas. Donc je continue la story. Et lui me dit, mais non, Bob, ils sont trop jeunes. Il n'y croyait pas. Après, il a regretté parce qu'il m'a rappelé combien de fois pour en revenir. C'était trop tard. Donc là, j'avais pas de guitariste. On a commencé à écrire les morceaux de Vécantart avec Gilou, François et Nico. On a répété. J'étais à Londres rencontrer Sean Taylor. Je lui ai dit, t'es d'accord pour produire l'album? Il m'a dit oui. Si tu as besoin d'un guitariste, j'ai mon jeune guitariste solo à moi qui peut t'aider. Pour certains trucs à la guitare, moi je t'en ferai aussi. Et puis on est parti à Londres, tu vois. Ils étaient tous, ils avaient 20 ans quoi. À part François qui avait peut-être 23 ans, tu vois. Et on a été à Londres pendant un mois. On a enregistré avec un tarte. Et, et c'était super quoi. On a passé un super moment enregistré. Et Sean Taylor a fait un bon son, il y avait un bon ingénieur du son là c'est pareil, il y avait une boîte de disques qui nous voulait aussi, mais nous depuis comme Simi, comme ils ne voulaient pas nous vendre, à l'époque de Living in a Fast Lane en 77, fin 77, je l'ai obligé à nous vendre à RCA. Il leur devait tellement de blé qu'ils m'ont commandé comme un joueur de foot, tu vois. Et alors RCA nous a accueillis évidemment, puisque c'est eux qui distribuaient l'album, donc ils ont vu combien on avait vendu. Donc ils nous ont signé on a fait avec un tarte avec eux, on a fait 4 albums quoi. On a fait Consimi, le live avec toujours la story. Après on a fait Late on My Town et après on a fait avec un tarte. Voilà, 4 albums encore, toujours chez RCA. Et puis il fallait qu'on se barre quoi. Vous voyez bien que ça traînait. Et donc on a amené des maquettes chez EMI, qui nous ont pris, le téléphone était barré chez Virgin. Alors ils nous ont pris parce qu'ils croyaient qu'ils allaient pouvoir vendre à max, donc on a fait ça avec Tom Panunzio comme ingénieur du son. Et au studio Boulogne-Billancourt, qui est très bon, là où les Pretenders avaient enregistré leur premier disque. Il y a même les Stones qui étaient venus enregistrer là. Et puis j'ai fini l'album à New York. Avec Kenny Margolis qui était venu faire du piano, avec... ouais, c'est ça. Et puis les cuivres qu'on avait rajoutés. Avec Southside Johnny, on avait rajouté ces cuivres. Les Asbury Jukes sur Too Young to Love Me. Enfin, c'était une belle aventure quoi. Et ce groupe-là durait après jusqu'à Ringo Levio. Quand j'écoute encore l'album live, le disque live qui est jamais sorti,
de la Cigale, à ce moment-là, avec le groupe, là. On avait pris Mickey en plus à l'Armo, pour avoir un mec en plus. Et c'est la tuerie, quoi. Tellement ça jouait bien, tellement ça donnait. Et puis bon, après, j'avais rencontré Mimi, déjà, avant d'aller enregistrer. Et puis entre deux, j'avais fait des expériences avec Joël Drouin, et pianiste de jazz. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre avec un pianiste de jazz? Et en fait, j'ai chanté du Tom Waits, mes ballades à moi, dans le style bluesy, et puis quelques blues standards, et les gens adoraient. On n'a jamais enregistré, mais les gens adoraient. Et on a fait 150 concerts comme ça, entre deux tournées avec le Little Bob Story. Et en fait, Jean-Louis, le guitariste, il a regretté après parce qu'il a vu que de toute façon, moi quand je veux faire quelque chose, je le fais, quoi. Et le groupe, avec les jeunes musiciens, ben, il est devenu très bon aussi. Puis on a récupéré Guy-Georges Grémy de nouveau qui est revenu. Et là, c'était Too Young to Love Me, c'était voilà, c'était d'enfer, quoi. Après, Guy-Georges a recommencé à picoler. Donc, on avait fait Cover Girl aussi, le 45 tours. Et puis après, voilà, on avait rencontré Yves Chouard, qui jouait avec Balavoine, qui était décédé à ce moment-là. Donc il avait joué un an avec Renaud. Bah, le public de Little Bob Story n'a jamais adhéré à Yves Chouard. C'était un très bon guitariste et un très bon compositeur, parce que c'est avec lui que j'ai écrit les chansons de Ringo Lee Vieux, qui est un super album quand même. Voilà. Et puis après, après ça, et après le live, on avait été à Londres, on avait été à Madagascar, et on avait été aussi jouer en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il y avait cette saloperie de Poutine qui était maire. Hein. Et puis, après, bah, moi, ça m'avait changé quand même ma manière de voir les choses, de jouer avec le piano, parce qu'au départ, j'étais pas sûr, mais après, j'entendais ma voix autrement qu'entourée de batterie et d'ampli à fond. Et je voulais des nuances, je voulais dans les morceaux, et ils ne me les donnaient pas toujours, donc j'ai arrêté le groupe. J'étais malade 3 mois à cette époque-là. Puis j'ai remonté, j'étais enregistré avec Rendezvous in Angel City à Los Angeles. Et puis avec que des musiciens américains. Il y avait toujours Kenny Margolis au clavier. Jeff Harris, le producteur, celui qui a enregistré l'album, m'a amené par-ci par-là, il m'a dit j'ai Steve Hunter à la guitare, ça te dit? Steve Hunter, moi je connaissais par Mitch Ryder d'abord, Lou Reed après, Alice Cooper, tu vois, des mecs comme ça, c'est un génie ce mec. Je dis bah oui, évidemment. Je voulais Ray Cooder, mais c'était pas possible, il n'était pas libre, j'avais bon goût quand même. Donc il m'a amené dans un endroit, dans un bar où il faisait des concerts tout le temps, Chucky Weiss, qui est décédé il y a pas longtemps, malheureusement. Et j'ai même fait le bœuf ce soir-là avec eux. Et il y avait JJ Holiday qui était là, avec sa guitare, qui jouait les guitares slide. Donc voilà, il a remplacé Ray Cooder et il jouait très très bien. Il est devenu un ami. Et puis il y avait aussi Mittelman qui était au saxo, qui a joué sur Lost Territories, qui est décédé maintenant aussi à cause de la dope. Voilà. Et puis donc il m'a pris un batteur qui, au bout de deux jours de répète, on a répété une semaine. Au bout de 2 jours de répète, je lui ai dit le batteur il fait pas le taf. C'était le batteur de X, le groupe de punk new-yorkais. Pour moi, lui était tout content, il m'a dit ouais, on va aller jouer en France avec toi, c'est vrai. Je dis oui, attends, c'est pas sûr.
Et puis lui, j'ai dit à Jeff, j'ai dit, il fait pas le taf. Il fait pas le taf, cherche-moi un autre batteur. Et il voulait le batteur des Cruzados, qui a joué après avec nous après. Et en fait, il n'était pas libre. Parce qu'il y avait Tony Marsico à la basse aussi, qui jouait dans les Cruzados. Donc j'aurais eu le basse-batterie de Cruzados, c'était bien. Et là, il me dit, essaye-le encore un troisième répète. Il dit, oui, mais après, on n'a plus que 2 jours de répète. Et on va enregistrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Il essaye encore une fois. Alors on a essayé encore, puis le soir à l'hôtel, j'ai dit, écoute, c'est pas possible. Tu lui dis, il va peut-être m'en vouloir, mais moi, pour moi, il est pas bon. Il est pas bon. Il ne swing pas, tu vois. Et, il traîne. Et donc, il virait. Et puis il m'a amené un mec qui est sorti d'un groupe de hard, que je connaissais pas, un blond avec les cheveux longs. Il avait double grosse caisse, j'ai dit non, je veux pas de double grosse caisse. et il jouait bien. Voilà. Donc en 2 jours, il a pris tous les morceaux. Et puis après, on a fait l'album, qui est un bel album, bien enregistré. Il a réussi moi j'avais les morceaux, tous mes morceaux à moi. On en a pris que 3 ou 4. Et il m'a filé tous les morceaux qu'il avait lui par un éditeur. Comme ça, il a touché du blé. Puis je me suis laissé avoir, c'était des morceaux inédits, tu vois. Donc, Never Know voilà, toutes ces chansons-là, House of Fire, tout ça, c'était des beaux trucs, donc ça m'a touché. Donc j'ai dit, bon, écoute, celles-là, elles serviront pour l'album d'après. En fait, il y en a pas mal qui sont sur Lost Territories. Puis là, j'ai dit, on joue mes morceaux. Hein. Il n'y a que le tango de la rue qui était de Kenny Margolis au clavier, qui me l'a amené toute faite. Qu'on a joué et qui a bien marché, parce qu'on a même fait le clip dessus. Le dessin animé. Et voilà, et puis ça avait bien marché. Pour moi, c'était drôlatique, j'avais que des musiciens américains. C'est moi qui avais le Traxxir, là. mais ça va, je me suis bien senti avec eux, ils sont devenus potes avec moi. JJ est devenu mon ami, Kenny l'était déjà. Pareil, les autres aussi. Le bassiste, j'ai toujours des mails de temps en temps qui viennent des États-Unis, qui me donnent des nouvelles. Et puis voilà, donc on a fait ça, c'est sorti encore chez Musidisc, qui ne savait pas trop les vendre, mes disques, mais enfin bon. Et puis à partir de là, toujours avec Hervé Deplace qui travaillait chez Musidisc, il est parti chez EMI. Il m'a dit, moi si tu veux, je te fais rentrer chez EMI. Fais-moi des maquettes. Alors j'ai fait monter un groupe, mais parce que les Américains sont venus, on a fait une tournée ensemble. Et j'avais pris Gilou comme guitariste rythmique. Tu connais les morceaux, tu diriges le groupe pendant que je m'occupe des spectateurs. Et c'était sympa, c'était cool, on a fait une belle tournée avec la voix pétée. J'avais pété ma voix parce qu'on n'avait pas répété avec les Icos américains. Ils sont arrivés 3 jours avant le premier concert au volcan du Havre. Donc on a répété 3 jours, 8 heures d'affilée. Donc j'avais plus de voix. Donc j'étais fait une picouse de cortisone pour que ça revienne un peu. Mais j'avais la voix qui se cassait quoi, à chaque concert. Donc on a fait le Havre. Le lendemain on était à Évreux. Là j'avais la voix qui se cassait tous les 2 morceaux. Je chantais les phrases, j'avais que 2 mots dedans. Bon, et pourtant j'avais refait une autre picouse. Et bon, le cortisone ça fait gonfler. C'est tout. Et puis après on a une journée creuse et on allait jouer à Brest, à côté de Brest. Dans un pub, il y avait 300 places, c'était pas très grand. Sauf que moi, quand j'ai plus de voix, je dors pas. Tellement j'ai peur de ne pas avoir la voix pour le prochain concert. Et je suis arrivé là-bas, plus rien.
Et le surlendemain, encore un jour creux, et on avait Paris à l'Élysée-Montmartre. Et enregistrement live. De l'album live de... Oh putain. Et j'arrivais pas à dormir. Mimi m'a amené chez un spécialiste de la voix à Bastille. Il m'a dit, rien de cassé. Par contre, c'est très rouge, si vous continuez comme ça, vous risquez de vous péter les cordes vocales. Et j'avais refusé toutes les interviews à Paris, tout, plus que dalle, je pouvais pas parler. Et puis alors le mec, j'ai dit mais je peux pas annuler la tournée, on a déjà payé les musiciens américains, parce que je voulais qu'ils soient tranquilles. Ouais, j'avais dit à Reinhold, tu vas à la banque, tu te démerdes, tu prends le blé, tu les payes, et comme ça, ils sont tranquilles, hein, toi tu rembourses après la banque avec les entrées du concert, quoi. Et ça avait bien marché, donc voilà. On avait fait 15 concerts en 17 jours, donc moi sans voix. Et alors j'ai commencé, j'avais un truc que je respirais à fond avant de monter sur scène, et j'avais un truc à respirer 10 minutes avant. Donc j'avais toutes des machineries avec moi pour commencer à... Alors je commençais à chanter, et je chantais dans les graves, comme ça. Et puis après ça montait petit à petit, ça se réchauffait. Donc ça montait dans les médiums, pas trop les aigus, mais j'arrivais à chanter. Donc le live, j'ai annulé toutes les interviews que j'avais la veille, parce qu'on a eu un jour entre les deux. Le docteur m'avait dit, le mieux que vous avez à faire, c'est rentrer chez vous. Et je peux pas. Voilà. Donc, voilà. Et puis donc on a fait les concerts avec la voix que je commençais dans les graves, et puis petit à petit ça revenait. T'imagines, tout le monde avait les jetons que je puisse pas chanter. À Brest, je n'avais pas chanté. Et j'écrivais. Alors je disais à Gilou, dis-leur qu'ils aillent se faire rembourser, parce que je peux pas chanter. Puis le mec, il était devant moi avec des spliffs énormes, ils m'envoyaient dans la gueule. Oh, comment, non, vas-y Bob, vas-y, mais je peux pas là. Donc on a fait quand même le concert, ils ont bien joué, ils faisaient des chœurs tous. Ah là là, c'était une épopée aussi ça. Et puis bon, en fait le disque, le live, on a retouché un peu les voix avec Jeff Harris qui était venu exprès. On avait enregistré pas loin de chez toi à Paris. On avait fini le mix. Hein. Et voilà, donc après j'ai pensé à Lost Territories. Donc j'ai refait un groupe parce que je les ai fait venir une fois, puis j'ai fait un groupe. Donc j'ai pris Bertrand, parce que Bertrand je le voulais déjà quand j'étais avec le pianiste, parce que j'avais besoin d'un truc solide, un peu de basse quoi. Et il voulait pas, donc il dit non, fais la voix et le piano. C'est tout. Il dit oui, mais Bertrand, il pose là, il peut nous faire des vraies rythmiques. Il voulait pas, bon, c'était son pote. Il nous posait le son, Bertrand, des fois. Et il avait fait ça ici au Molino quand j'ai rencontré Mimi. Et puis après, Bertrand, il connaissait un batteur. Donc c'était Denis Charol. Et puis à la guitare, j'avais Olivier qui était là, déjà, qui avait fait la tournée en tant que Roddy de Steve Hunter. Il avait 18 ans, 19 ans. J'avais dit, fais le Roddy là, t'apprends là. T'apprends, il avait bien appris. Et donc la tournée d'après, après le live, on a fait une tournée pour le promouvoir. Donc il y avait Tony Marsico toujours à la basse, il y avait toujours Kenny Margolis. Non, Kenny Margolis n'avait pas pu venir. Et on avait le pianiste qui avait joué avec Johnny Rivers. Tu te rappelles de Johnny Rivers? Voilà.
un grand Gugus, il était en short, avec des bottes qui lui arrivaient jusque-là, c'était trop rigolo. Il râlait parce qu'il ne trouvait jamais un hôtel assez grand pour lui, un lit aussi assez grand pour lui. Parce qu'en Amérique, ils ont ça, mais pas en France. Et puis, il y avait un guitariste avec un béret, là, comment il s'appelait, Steve Caton. Et puis, il y avait, ce coup-là, j'avais fait jouer Olivier. Donc c'est après ça, on avait fait une belle tournée encore avec eux, où j'avais pu chanter, malgré tout. Mais la voix, elle a mis au moins 3 ans à revenir. On a même fait les lycées en Seine-Saint-Denis, alors que c'était peut-être une galère aussi, hein, avec les mecs qui voulaient du rap. Mais ils accrochaient bien à la fin quand même. Ils étaient contents après les concerts, je m'en souviens. Ouais, mais moi je leur disais, si vous voulez du rap, vous sortez d'ici, parce que moi j'en fais pas de rap. Alors, allez ailleurs et vous regardez les filles, elles aiment bien ce qu'on fait. Donc il y en avait qui restaient, d'autres qui se barraient. Et puis les profs après qui me disaient comment vous leur parlez. Je dis, je leur dis, ils me font chier, donc je leur dis, quoi, c'est tout. Et oui, j'osais pas leur parler comme ça à leurs élèves. Et puis, donc c'était Zebrock d'ailleurs. Ils sont restés des amis. Et donc là, j'ai monté le groupe, donc avec Bertrand. Gilou était venu jouer de temps en temps aussi. Et au départ, il y avait Joël Drouin aussi. Quand Joël n'était pas là, il y avait Gilou qui venait avec sa guitare. Olivier et puis Denis Charol, on a fait tout ça, on a fait 15 concerts quand même, on était bien payés. On s'en sortait quoi. C'était difficile, mais on s'en sortait. Et donc après, les Américains, je pouvais pas les faire venir, ça me coûtait trop cher en avion, quoi, en voyage. Ils coûtaient pas trop cher en salaire, pas plus que les Français. Mais les avions, fallait les raquer, tu vois, pour faire des tournées. Et j'étais pas Johnny Hallyday non plus, tu vois, pour faire venir des mecs comme ça, moi j'avais pas le blé, quoi. Donc j'ai refait un bon groupe avec Bertrand qui est toujours là maintenant, ça fait 31 ans. Gilou, ça fait maintenant 43 ans qu'il est là. Avec la coupure de Rendezvous in Angel City et Lost Territories. Mais il est revenu juste après pour Blue Stories, il est venu au studio faire quelques trucs avec nous. Et donc Lost Territories, j'avais écrit toutes les chansons, elles étaient bien, on a rajouté le tango de la rue. Et puis j'ai dit je veux chanter mes chansons, donc si tu veux, avec lui j'avais corrigé le texte au cas où. Hein. Et puis ça allait quoi. Il a voulu un pot de blé parce qu'on avait corrigé les textes, donc j'avais filé un pourcentage sur les... Ah, hein. Ça des Américains pour la monnaie. Et puis voilà, et puis Lost Territories c'est un très bel album. On avait fait venir en plus un percussionniste qui avait du son indien, un Cherokee. Qui s'appelait Mike Tempo, qui était super sympa. Et j'ai fait venir aussi dans la tournée en France après. On a fait une tournée en France encore avec eux, mais plus Bertrand et Denis Charol et Olivier Durand. Voilà. Et puis, ça a bien marché. On avait, par contre, chez EMI, j'avais un contrat par lequel je devais vendre 30 000 disques en 3 mois. Et sinon, on pouvait arrêter le contrat. Je suis arrivé à 27 000 en 3 mois. Et le patron avait changé. Et il me dit, tu chantes en français, sinon on arrête. Parce qu'il manquait 3 000 disques que j'ai revendu après, évidemment. J'ai dit, va te faire foutre. Donc à partir de là, en plus, ça devenait difficile. J'avais fait les morceaux de Blue Stories que j'avais été faire écouter chez Sony. Chez un mec qui travaillait, comment il s'appelle? Un mec sympa qui avait travaillé avec Foulquier. Parce que Foulquier, même s'il chantait en anglais, il me faisait venir dans ses émissions. L'émission entière avec Libéraux et tout ça. Et donc,
Le mec, parce qu'en plus j'avais fait Tataratata avec les Powo, avec Bertrand et Olivier et Denis. Et on avait fait un truc en français qui était du Zacharie Richard. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité c'est quelque chose que je peux pas faire. Et voilà, et j'avais chanté, il y avait moi, il y avait le mec des Star Shooters qui chantait, un couplet. Il y avait moi, il y avait le pauvre Verbeck. Et puis il y avait eux, quoi. Et c'était des potes, ils avaient fait notre première partie plusieurs fois, les Powwow avant de se mettre à vendre 1 million d'albums, tu vois. Parce que c'était en français, puis ça a touché tout de suite les jeunes filles. Ils étaient tous sympas et beaux. Hein. Voilà. Et donc, Nagui qui voulait pas de moi, parce que un coup, je lui ai dit un truc qu'il n'aurait pas fallu que je lui dise. Il nous avait fait faire une radio sur RTL à l'époque de Ringo Levio. Il avait voulu qu'on fasse un playback, alors que c'était pour la radio. Mais parce qu'il avait 50 fans à lui qui étaient dans la salle, des crétins qui venaient là écouter, voir des artistes. Alors, il me dit, Bob, tu me fais Ringo Levio en... Mais pourquoi, merde, on est là, on peut parler, puis tu passes le disque. La maison de disque m'avait dit, non, vas-y, c'était... Alors je l'ai fait, et donc un jour, il avait commencé Taratata, qui au départ était très bien. Il était avec les Innocents, on était dans le 93, là. Et je lui dis, ah, quand même, Taratata, c'est quand même mieux que cette connerie de RTL où tu nous as fait faire un playback. Et là, ça lui est resté. Il n'a pas digéré, il n'a jamais voulu nous faire Taratata avec mon groupe. Jamais. Il s'est vengé. Et pourtant, il a toujours reçu tous les disques, dans les boîtes de disques. Même des fois, il disait, je l'ai pas reçu, comme ça, pour l'avoir une deuxième fois. Hein. Voilà. Et puis, maintenant, Taratata, il n'y a que de la variette. Hein. Bon. Mais à cette époque-là, il faisait venir Willy DeVille, il faisait venir, tu vois, il avait des groupes de rock, même Motorhead, je crois, qui était venu, enfin, tu vois. Et donc, il pouvait nous faire venir, nous. Hein. Bon, je lui en veux pas, pauvre mec. J'avais rencontré bon, évidemment Southside Johnny, on a fait des trucs ensemble, on a chanté ensemble. J'avais fait une tournée en Angleterre avec Willy DeVille, donc j'aimais beaucoup Mick DeVille, même plus que Willy DeVille après, mais bon, c'était bien. Et la preuve, c'est qu'il avait tourné sous le nom de Willy DeVille après. Il y avait même Kenny Margolis qui rejouait avec lui, et il passait à toute la tournée en Europe. Il avait demandé au tour manager, qui était un mec du plan, il demandait, mais quand est-ce qu'il va venir, Bob? Il dit, bah écoute, il va pas venir à Luxembourg ou à Bruxelles ou à Berlin, tu vois, mais on va aller en Normandie, s'il est libre, il sera là. Donc il a joué à Deauville, donc on y a été. Donc on a vu le concert, et je l'ai revu, et j'ai été le voir après parce qu'il était à l'hôtel Normandie, donc ils étaient en train de boire un verre avec des amis, et sa nouvelle femme. Il voulait me parler parce qu'il voulait me raconter, parce que je connaissais sa femme aussi, sa deuxième femme, qui quand je rentrais dans la loge à Paris, elle disait « Oh Willy, guess who's here ?» Devine qui est là, avec sa petite voix, à chaque fois. Et il m'avait raconté comment ça s'était passé, je ne vais pas te le dire là, c'est horrible. C'est-à-dire que lui, il avait arrêté la dope, et sa femme, elle n'avait pas réussi. Et un jour, il est rentré en bagnole, ils étaient en Arizona à l'époque. Il est rentré en voiture, et puis il est rentré chez lui, puis il l'a trouvée morte. Voilà. Parce qu'elle s'était suicidée. Elle n'avait pas supporté de ne pas arrêter la dope, l'héroïne.
qu'elle avait commencé avec lui d'ailleurs. Donc quand je l'ai vu là, à Deauville, il était avec une autre fille. Mais il buvait du coca et il fumait des clopes. Il m'a dit, je peux pas arrêter tout, donc je fume des clopes. Il tenait à me raconter ça à moi, donc on s'est isolé pour me raconter. C'était assez dur, quoi. Il goulpe. Toi, puis lui, il est passé quoi, quelques 6 mois après. Parce que il était de toute façon malade et empoisonné par tout ce qu'il a pris dans sa vie, quoi. Avant. C'est dommage. Sacré musicien, sacré chanteur. Et puis, qu'est-ce que les autres, j'avais entrevu le chanteur des Small Faces, Marriott. J'avais vu au Gibus, il était venu avec ce Packet of Three. Il avait le nouveau batteur des Stones, le Black, hein, qui jouait avec lui, et puis un bassiste. Au Zénith, au Gibus, tu vois. Personne ne le connaissait comme ça, quoi. Donc il n'y avait pas grand monde. Et nous, un soir, on y va, on ne savait même pas. Pour manger une pizza, tu vois, comme on faisait des fois au Gibus, très tard. Puis j'arrive et puis je le vois là, Marriott, Steve. Et j'ai été lui dire bonjour, donc il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci d'avoir enregistré All or Nothing, j'ai touché des droits d'auteur. Voilà, c'est super. Et puis j'ai appris après ce qui lui était arrivé. Voilà. Ben en fait, pour Lost Territory, j'avais eu l'expérience qui était terminée à ce moment-là avec le pianiste. Donc ça m'avait ouvert des voies mélodiques un peu plus importantes. Et puis le fait d'aller aux États-Unis le coup d'avant, où il n'y avait que des bons musiciens aussi. Mais là, j'ai voulu y aller en amenant mon groupe. Voilà. Et EMI a payé tous les frais. Ça leur a coûté un max de blé. Hein. Parce que moi, je suis resté 2 mois aux États-Unis avec Mimi. Et les gars sont restés 3 semaines. C'est-à-dire 2 semaines, on a répété. La 3e semaine et demie où on a enregistré. Et après, les chœurs, c'était un duo de chanteurs qui jouaient eux-mêmes dans les clubs et qui chantaient vachement bien ensemble, qu'il connaissait, donc il a fait venir. Quelques guitares en plus, quoi, par-ci par-là. Et Kenny Margolis au clavier. Alors qu'il y avait le pianiste qui était venu, qui était de Los Angeles aussi, qui avait fait la tournée après le live. Après le live où il y avait Kenny Margolis dessus. Et lui, dans sa tête, il allait jouer avec moi toute sa vie, quoi. Et il arrive et il voit Kenny Margolis. Il m'a offert le tapis indien qui est là-bas sur la porte des toilettes. Voilà. Et puis il voulait rester, puis en fait il a offert ça, il a filé ça à Mimi, puis il est barré. Tant pis. Dommage. Et donc, j'avais écrit, j'avais un peu l'implication, le fait d'avoir joué avec Joël Drouin. Donc cette manière de chanter aussi, il y avait des belles balades dessus. Et puis Bertrand qui est un sacré contrebassiste, qui m'a fait du bon boulot, Olivier qui était bon guitariste. Donc on a écrit, moi j'ai écrit presque tout, Olivier m'a donné des coups de main pour mettre les accords. Et puis en plus il y avait le tango de la rue qui était écrit par Kenny qui m'a amené sur place en studio, quoi. Lui il était à New York mais il est venu à Los Angeles. Et puis j'avais un bassiste, j'ai repris JJ, le guitariste, et on a pris une percu, voilà. Et on a répété avec les Ricains, le groupe franco-américain, donc ensemble pendant 2 semaines, 2 fois 5 jours, parce qu'il voulait qu'on se repose le week-end, Jeff. Donc la salle de répète à Los Angeles.
2 fois 5 jours. Les musiciens étaient payés, donc j'étais content. Et puis, hôtel, sur Hollywood Boulevard. Et on avait toujours les week-ends libres. Ce qui fait que on allait faire la fête, quoi. Et puis les restos mexicains, pour la margaritas, de la bonne tequila. Et puis bah, c'était sympa, quoi. On passait du temps ensemble. On réfléchissait à ce qu'on avait fait, tout ça. C'était vraiment bien. C'est comme ça que le groupe s'est cimenté un peu plus, quoi. Et quand on est rentré en France, on a continué à jouer. Bon, il y a eu les Américains, JJ qui est venu après, il est venu plusieurs fois, Kenny aussi. Et puis après, on a rencontré, il y avait Nicolas Noël, Bertrand qui le connaissait, m'a dit, il y a Nicolas Noël, il joue bien, tu sais. Si tu le prépares, on le fait jouer avec nous, puis il va se mettre dans le bon chemin, quoi. Et en fait, comme ça, après, petit à petit, j'étais pas obligé de faire revenir Kenny à chaque fois qu'on avait 2 concerts, quoi. Parce que ça fallait que je paye l'avion. Et JJ, il était venu, il était resté 3 mois après la tournée en France. Pour faire les concerts séparés, quoi. Tu vois. Puis après, il m'avait dit, bon, écoute... donc, voilà. Et puis on a tourné comme ça. Il n'y avait pas de deuxième guitare. Et puis un jour est arrivé où Olivier m'avait dit je vais donner ce que je t'ai donné, je vais te donner à Elliot Morsi. Et tu m'as donné quoi t'as appris beaucoup. Hein, et il avait beaucoup appris. Enfin, bon, écoute. Et puis donc j'ai rappelé Gilou. J'ai dit, Gilou, tu reviens jouer avec moi. Il me dit, oh, mais moi je te ferai pas les solos à Olivier. Il dit, j'en ai pas besoin, tu me fais des riffs. Je veux plus les solos comme ça, il devient bavard. Alors il est venu, évidemment content, heureux. Sa mère m'avait dit, Bob, t'as sauvé la vie à mon Gilou. Voilà. Et puis après, maintenant il est toujours là. Et puis... voilà, puis on avance, on continue. On continue. Et Blue Stories, on l'a fait après que j'ai cherché des boîtes, puis je me suis dit arrête. Alors j'ai trouvé un mec, c'était Griff, qui m'a dit moi je te distribue l'album chez Sony, et tu le fais toi, moi je te le distribue. Donc Warner Chappell m'avait avancé du blé pour payer le studio à Paris, le studio Davout, qui était quand même assez cher. Et Davout m'avait fait le prix à 50%, en échange de quelques points sur les ventes. Et j'avais fait venir Kenny Margolis pour produire un peu et pour jouer, en même temps que j'avais aussi donné Nicolas Noël. Et puis j'avais fait venir aussi JJ Holiday pour qu'il me fasse le slide. Donc en fait c'est presque la suite logique de Lost Territories, l'album Blue Stories, qui est beaucoup moins connu par les gens parce que tu vois, il était sorti en 98, donc 5 ans presque après Lost Territories. Donc les gens ont dû un peu oublier, il n'avait pas fait de pub, le mec, chez Griff. Et c'est pas la peine que tu me donnes à distribuer chez Sony s'il n'y a pas de promo pour la vente. Il dit non, on ne fait pas de la promo, c'est tous des cons. Le con, ça a été moi parce que on avait vendu, ce jour-coup, on avait vendu 6000 albums, comme des chiffres qu'on vend maintenant presque. Tu vois. Donc j'étais content de le rééditer parce que c'est un bel album avec plein de bons morceaux. Voilà. Puis il y a presque la même équipe que Lost Territories. Puis le studio Davout est un bon studio, donc il y avait quand même JJ Holiday, il y avait Kenny Margolis et mon groupe, donc il manquait que le percu, quoi. Et il manquait le talent de Jeff Harrich, qui m'a fait faire
qui m'a fait choisir la manière de faire ci ou ça. Et Kenny, lui, voulait que je gueule. Et ça m'avait un peu cassé la voix. Son Blue Story, mais ça a été. Voilà. Donc après j'ai décidé de trouver un distributeur. Donc c'était Dixie Frog. J'ai trouvé Dixie Frog, qui distribuait surtout des disques de blues. Et qui et moi j'ai produit des albums moi-même avec l'argent qui me tombait de la SACEM, les droits d'auteur. Mimi les mettait de côté, elle dit on ne dépense pas, allez, on ne dépense pas, on part pas en vacances. Mettez le blé de côté, puis au bout de 2 ans, quand j'avais assez d'argent, elle m'a dit si tu veux faire un disque, voilà, t'as 14 000 €, ou, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai fait Libéraux, qui est un très bel album. Et ensuite tous les autres, jusqu'à ce que j'aille chez Vericord. Voilà. L'avant-dernier, New Day Coming. Voilà. Après il y a eu le Covid et tout, donc... et puis Dixie Frog, ils ont été distribués par Monia Mundi, qui ne savait pas me distribuer. Parce que c'est le jazz, le folk, la musique du monde, mais pas le rock'n'roll. Donc, par exemple, j'ai récupéré tous les vinyles de l'époque qu'on avait fait sur All-In. Maintenant, je les ai, et on les vend un peu moins cher à tout le monde, à tous ceux qui veulent acheter des disques. Voilà. Ben, les disques, de toute façon, les gens les copient maintenant. Il faut bien qu'ils sachent, les gens, que tout ce qu'ils copient, on ne gagne rien, nous. C'est des centimes, des parts de centimes. Ils croient qu'en payant ce qu'ils payent, ils payent 10 € par mois pour pouvoir copier tout ce qu'ils veulent, mais eh ben nous on touche que dalle, quoi. Moi, principalement, comme je ne suis pas un grand vendeur, venant d'Internet, je ne touche pas grand chose. Moi, Internet me fait chier, à part Facebook, parce que j'ai quand même des fans qui écrivent, et ça fait plaisir de lire leurs mails, voilà. Et comme ça, je peux leur dire aussi, annoncer les concerts, les sorties d'albums, donc, mais c'est... J'ai l'impression qu'on est à la fin d'un cycle. Ça se termine, quoi, comme ça. Je sais pas, moi-même, je suis à la fin de mon cycle. Non, mais je sais, tout le monde me dit ça, tout le groupe. Ben voilà, après, je sais pas jusqu'à quand je vais durer, mais je vais chanter tant que je peux, je chante, parce que j'ai toujours la voix, et j'ai toujours envie. C'est le seul truc que j'ai dans ma vie qui me sauve, c'est quand je vais répéter déjà avec le groupe, et puis quand on part sur la route. Ça c'est une bénédiction pour moi. Quand je viens vous rencontrer, ouais, vous tous. Mais bon, là c'était sérieux, quoi, parce qu'en fait, son premier assistant est français, et qui l'a amené ici. Il a dit, mais t'aimes le rock, parce qu'il aime le rock. Il y a Little Bob. Et moi j'avais été en Finlande, il était étudiant lui, à l'époque, en 78, t'imagines. Et il m'avait pas vu, mais il avait lu que j'étais venu. Donc, il m'a dit, bah, amène-moi rencontrer Bob. Donc il est arrivé là, et il a ouvert la porte du jardin, il est arrivé là au bord de la terrasse. Et il dit, hi, I'm Little Bob. Il dit, we're gonna do Cannes, man. Il savait déjà pour lui qu'on allait à Cannes. Donc après il a cherché, au départ il voulait faire une chanson, c'est tout. Et puis après, en nous rencontrant, Mimi et moi, il a vu que c'était un couple avec une histoire. Donc il nous a rajouté à son histoire. Et il avait fait le parler, le dialogue.
Il avait une fille qui faisait qui est traductrice finlandaise et qui avait écrit le dialogue qui était nul. Moi j'ai lu le dialogue, je dis je peux pas dire ça, c'est trop con. Je te dis à peu près la même chose mais en bien quoi. Et puis donc il nous a filmé dans le bar qui est sur le quai. Et comme si j'étais devant, comme Mimi et moi on était séparés, donc il a filmé Mimi dans un magasin de fleuristes. Parce qu'il est venu me voir d'abord. Le mec qui est décédé là, l'acteur, comment il s'appelait, qui a joué dans tous ses films, André Wilms. Et donc il est venu me voir, il dit oui, ils avaient besoin d'argent pour transporter, pour payer le voyage du Black qui voulait retrouver sa mère à Londres. Donc la fille qui jouait dans le film avec eux, qui était barman, elle dit bah c'est simple, t'appelles Little Bob et puis tu lui fais faire un concert de soutien. On dit oh, est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va être d'accord? Et puis un mec il dit oh non, sa femme est partie, il va faire la gueule là, il va pas accepter. Alors d'abord ils ont été filmer Mimi chez un fleuriste et qui a dit faut qu'il demande pardon et puis je reviens. Bon. Et puis une histoire à la con, il a trouvé une histoire de plantage de pommiers ou de rosiers. N'importe quoi. Comme si un couple pouvait se dissocier avec un truc comme ça. Et après donc, il me filme chez Jacotte, sur le quai, là. Et j'avais des verres vides devant moi. Lui picolait comme un trou, mais moi non. Et à un moment, j'ai dit, fais-moi un petit whisky, quoi, avec au moins une fois le verre plein. Il me dit, non, non, reste comme ça, t'es très bien comme ça. Et puis donc André Wilms qui arrive, et donc il filme ça, et qui me dit voilà, est-ce que vous accepteriez de jouer pour un contrat, pour ce voyage, pour ce monde, hein. Et j'ai dit bah non, Mimi est plus là, donc et si elle revient? Oh bah si elle revient, je veux même faire, qu'est-ce que je lui ai dit? Je veux même faire une connerie, à faire rigoler les gens, quoi. Donc Mimi était là, mais elle était dehors du bar. Donc il ouvre la porte et Mimi arrive. Et elle arrive vers moi avec son regard d'amour. Et il avait dit, vous vous embrassez pas, vous vous regardez. C'est important le regard. Et moi je dis, oh Mimi. Et elle dit, oh Roberto. Mais comme ça, tellement gentil et tellement beau. Et donc l'image, elle est dans le film, quoi. Et donc après, il nous a fait enregistrer la chanson pour faire un playback. Et on a joué un peu plus rapide que sur le disque Libéraux. Il a choisi Libéraux parce que c'est une histoire d'immigrés encore, parce que lui est très touché par ça. Comme le film, là, c'était des immigrés africains qui se sauvaient, quoi. Et alors, donc après, elle dit, maintenant le film est choisi pour Cannes, donc tu vas venir jouer pour moi à Cannes. Donc on a joué dans une salle sur la plage. D'abord on a été voir le film, on a fait la présentation, présenter tous les artistes, donc moi aussi je passe devant l'écran, t'avais les mecs, les photographes, puis moi je leur fais ça. Toujours le même Little Bob. Et il y avait des photos d'ailleurs dans la presse avec mon doigt d'honneur. Et puis après, le soir où il joue le film, on était en bas de l'escalier rouge. Et au moment où on va monter, j'entends, il met la chanson Libéraux, il fait mettre la chanson Libéraux. Moi je voulais monter avec le groupe. Il a dit non, laisse monter les groupes en premier, j'en étais filmé, les 4 mecs. Et Nico, Gilou, Bertrand et Nicolas, donc, tous en smoking, et ils sont montés. Et moi je étais avec eux, on me dit non, toi tu mets ton blouson rouge. Oui, tu montes avec moi. Donc avec lui, avec Wilms, avec la fille qui est la finnoise qui avait joué le rôle. Et puis Mimi avec moi.
Et puis on monte, et puis au moment où on monte, où là, les gars du groupe étaient presque en haut, il met libéraux. J'ai regardé en l'air, puis j'ai dit, toi papa, voilà, t'es là avec nous. Et on est monté, je me suis assis juste derrière lui, avec lui et sa femme. Applaudissements, évidemment. Accueil du public extraordinaire à Cannes. Et il a pas reçu de prix. Il a reçu le prix de la presse. Mais il aurait mérité autre chose, quoi. Parce qu'en face de lui, il y avait Desjardins qui jouait le film muet, l'artiste. Bon, à côté. Mais bon, le sujet, c'était aussi les immigrés, tout ça. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre ça devant, tu vois. Voilà, donc il n'a pas eu de prix, puis nous, le lendemain du truc du jugement, on est parti jouer en Corse, donc on a pris le ferry de Nice, où on était, et puis on a été en Corse pour jouer, puis on est rentré après. Et puis après, il me dit, il y avait la moitié de la prod, à 49%, qui était faite par non, il y avait presque 30% qui étaient payés par un groupe allemand et autrichien. 20% qui étaient payés par le distributeur français. Et lui, il payait 51% de la prod avec sa OI Production. OI. les skins. Et c'était un mec de gauche, un mec droit, quoi. Un mec contre le showbiz, tu vois. Vraiment. Mais alors il picole. Donc, moi j'avais demandé putain, un petit scotch pour moi pendant que je suis là à faire le con. Il me dit non. Alors que lui, c'était bière et scotch. Il était rond comme une queue de pelle. Et on avait bouffé à 9h, à 8h. Bah, il m'avait dit on enregistre à 8h. En fait non, à 8h on a bouffé. On enregistrait à 10h du soir et on est parti se coucher à 4h du matin. Parce que lui, il ne m'a pas fait répéter les phrases. Les phrases ont été enregistrées au début. Mais après, il voulait les images changer avec la caméra tout le temps. Il y avait une équipe franco-finlandaise. Tous les gens qui enregistraient étaient finlandais. Ingénieur du son, caméraman, les gens tout près des caméramans. Et il y avait des Français qui bougeaient les trucs, quoi. Et puis mon pote Gilles Charmant, qui était son premier assistant. Et que c'est lui qui était fan de moi, qui habitait en Angleterre au moment où on y tournait, et qui lui a parlé de Little Bob, donc voilà, c'est tombé tout seul, quoi. Et depuis, on devait aller en Finlande, tourner avec le film. Et en fait, en même temps, il y a l'Allemagne qui est tombée. On devait faire 8 concerts, jouer tous les jours, bien payer le camion, payer les hôtels 3 étoiles au moins. Et donc on a fait cette tournée-là, mais on n'a pas pu aller en Finlande. Lui, là, il en a fait un autre depuis, sur les immigrés syriens. Un chouette film aussi, et qui se passe à Helsinki. Et nous, on n'a pas pu retourner jouer en Finlande. On y avait été en 78, mais... Voilà. Parce que j'ai toujours aimé le blues, mais en même temps le rock'n'roll aussi. Donc en fait, Blues Bastards, parce qu'au départ on a mis un peu plus de blues dans le répertoire, mais on l'a bâtardisé avec le rock'n'roll. Donc voilà pourquoi Blues Bastards. Ce qui nous a valu par exemple en Angleterre, quand on a été tourné en 2019, on a refait une petite tournée, ils ont sorti l'album d'avant Winnie Dope, qui s'appelle New Day Coming. Et donc ils sortaient l'album, en échange on allait faire 3 concerts à Londres. Et d'ailleurs j'étais déçu parce que Londres a changé complètement, mais complètement.
Avant, c'était un endroit où il y avait plein d'endroits où jouer, tu vois. Et là, c'est des bureaux, des bureaux, des bureaux. C'est tout Internet qui a pris la place. C'est chiant, quoi. C'est plus le vrai Londres comme que je connaissais. Alors, on a joué, on a fait trois bons concerts. Les gens étaient là, sympa. Ils étaient contents, il y en avait qui étaient revenus au bout de 40 ans, t'imagines. Parce qu'on n'était pas retourné depuis 80. On y avait été avec le groupe, avec Gilou, on y avait été en 82. Mais tu vois, ça fait longtemps, quoi. Donc on t'oublie. Voilà, mais il y avait des fans, quelques fans. Bah, le mec qui avait sorti l'album était un fan. Voilà. Toi, Mimi était déjà plus là. Ça m'avait filé une pêche de fait d'aller jouer à Londres. Je suis rentré, j'ai écrit 4 morceaux pour New Day Coming, d'affilée. Comme ça, j'ai eu la pêche de nouveau qui est revenue. Voilà. Ça veut dire que j'aimerais bien y retourner, mais il faut qu'on paye tout, quoi. Le voyage, le camion, les hôtels, la bouffe. Attends, on n'est pas les Stones, hein. On n'est pas un groupe qui est plein de pognon, quoi. On s'en sort, on s'en sort. Mais là, c'est des trucs. J'ai perdu de l'histoire, j'avais perdu 3000 € que je ne pouvais pas me faire rembourser de toute façon. Donc, ouais, c'est pas possible. Alors, des gens qui voulaient qu'on revienne, ils disent bah oui, mais trouvez-nous des concerts qui nous payent un minimum, quoi. On ne demande pas à être riche, mais au moins payer tous les frais. Voilà. Après, il y a eu le Covid. On a fait 2 concerts en confinement. Et on a commencé on a enregistré le dernier album, Mini Dope, début 2020, juste avant que... Puis on l'a fini quand il y a eu un break dans le Covid au mois de juin. Voilà, on a refait quelques trucs de guitare, les chœurs, j'ai refait une voix ou deux. Voilà. Et c'est... maintenant, il faut faire revenir les gens au concert. Parce que je le note moi-même, c'est plus difficile, quoi. Hein. Ils sont habitués à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à regarder les conneries qui passent à la télé. Et nous, on est là, vivant, live. Et on joue avec notre cœur pour vous donner notre musique. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Comme vous avez besoin de nous, ça vous fera du bien, si vous venez. Salut à tous. Bah écoute, on n'aurait pas joué à l'Élysée pour Macron. Ça, on a joué à Matignon, mais d'abord, les gens de Matignon, les gens qui travaillent à Matignon, on avait ras-le-bol du flonflon, accordéon et tout ça, ou chansonnette. Ils voulaient un groupe de rock. En plus, il y avait notre maire du Havre, Édouard Philippe, qui était parti, qui avait été élu Premier ministre au tout début. Donc ils lui ont parlé, il leur a dit écoutez, adressez-vous à un agent, quoi. Et lui, il ne voulait pas rentrer là-dedans. Et donc ils ont appelé un agent qui travaillait avec eux, qui leur fournissait des trucs. Et moi, je me fais appeler par un agent qui s'appelle allô, c'est Easy Rider. On voudrait vous faire jouer à Matignon, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit il y a une connerie là. Easy Rider, Matignon, il y a un truc qui ne va pas ensemble. C'était la fête de la musique quand même. Hein, c'était pas comme ça, pour n'importe quoi. Et moi j'ai dit pourquoi pas, je jouerai pas pour le Front National, mais Matignon je veux bien. Après, c'est la fête de la musique. Donc si c'est ouvert à tout le monde, oui c'est ouvert à tout le monde. Voilà, on s'est bien fait payer, on les a fait racler. Et puis après, il y a eu quelques crétins qui nous ont critiqués sur Facebook mais on a été très bien reçus, très bien traités, sauf les soldats à la porte qui nous fouillaient comme si on était des bandits, donc ouvrir les étuis de guitare, tu vois, regarder dans les amplis s'il n'y avait pas une bombe. Voilà, et puis je me rappelle très bien, on avait marré, on s'était marré.
On faisait la balance sur l'heure du midi, parce qu'on jouait en dernier après tout le monde. Il y avait au moins 4-5 numéros avant, sous le soleil. Là, putain. Nous, on a joué le soleil et on était à l'ombre. Et pendant qu'on fait la balance, il y a Édouard Philippe, le Premier ministre, qui arrivait. Il était suivi par des caméras parce qu'il y avait un changement ministériel. Il arrive devant la scène, puis il me fait signe. Et moi, je lui dis bonjour, monsieur le maire. Pour moi, c'était toujours le maire du Havre. Voilà. Alors on s'est marré, on a fait ça pour se marrer, c'est tout. Je foutais pas de sa gueule. Hein. Puis je sais qu'il a écouté le concert pendant qu'il parlait, avec la fenêtre ouverte. Voilà. Ouf. Oh, j'aimerais faire un bœuf avec Springsteen, même si il a vieilli aussi maintenant. Mais bon, il a toujours le truc. Je l'ai vu chanter avec un autre avec lequel j'aurais bien aimé chanter aussi, c'est John Mellencamp. Il a pris un coup de vieux, lui, vraiment, sérieux. Il a la voix très rock, on dirait presque Tom Waits. Et voilà, ça oui. Après, en France, comme je chante en anglais, ça rend les choses plus difficiles par rapport aux artistes français. Voilà, puis oui, Chrissy Hynde, The Pretenders, elle est trop grande. Et j'en ai eu une qui faisait 1m74 avant Mimi. Et qui, Mimi, elle faisait ma taille, c'était idéal. Et puis, qui d'autre? Attends que je cherche. Ouais, pourquoi pas, même Clash. Clash, j'aurais bien fait le bœuf avec eux, parce que je sais que leur chanteur était un rocker, hein. Les One O Oneers, c'était un groupe de rock'n'roll. Donc, et puis, leur bassiste, il venait nous voir jouer tout le temps. Quand on jouait au Nashville, à Kensington. Ouais. Voilà, c'est tout, à peu près tout. Oh. Ah, tu me travailles au tréfonds. Si je devais me définir, je suis malgré tout fier d'avoir résisté au fait de continuer à chanter en anglais. Même si ça m'a coupé d'une certaine grande partie du public. Bah oui. La preuve, les 400 000 albums ou 500 000 de Trost, tous les millions d'albums de téléphone et des insus portables. Non, mais je m'en fous. Les gens qui écoutent ça, c'est qu'ils n'ont pas envie d'écouter Little Bob. Ceux qui aiment la musique, ils m'écoutent. Qui aiment le rock'n'roll, mon rock'n'roll. Parce qu'on peut aimer la musique et aimer autre chose. Hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux d'autre? Après, je suis content quand j'entends un groupe qui fait du rock'n'roll et qui ressort, qui recommence à jouer, comme les Fuzzy Vox avant nous, ou comme au Havre, il y a les François Ier. Qu'en face de tous les mecs s'appellent François, c'est pour ça. Que François Ier, c'était celui qui a fait le Havre. Et d'après les 500 gens du Havre, les choses sont appelées. Et c'est Frandol, le mec des Roadrunners, avec François Lebas qui jouait dans Fix Top et dans Asphalt Touareg. Et puis les deux autres mecs. Oui, non, ça joue quoi. Oui, il y a Laurie qui s'occupe de notre Facebook aussi, qui joue de la batterie là-dedans. Et puis il y a les City Kids qui ont réécrit des morceaux neufs qui sont en train d'enregistrer en ce moment. C'est bien. Parce qu'il y en avait d'autres, il y avait les Scamps que j'aimais bien, il y avait d'autres, Asphalt Touareg,
Il y avait d'autres groupes, et puis bon, c'est vrai que c'était pas facile. Moi, dès le départ, j'ai voulu aller ailleurs, quoi, donc ça m'a sauvé. Et puis, voilà. Bon, après, c'est difficile aussi. Plus tu vieillis, plus tu deviens difficile. Sur les gens que tu aimerais rencontrer. Oui, pourquoi pas la chanteuse des... comment ils s'appellent les Américains qui vivent, qui est un couple américain qui vit en François Black, là. On a joué dans un concert ensemble. Ils ont joué avant nous. Puis je l'avais revu une autre fois avec un groupe de Havre qui jouait avant elle à Caen. Et ouais, moi, c'était entre Tina Turner et Little Richard, quoi, la voix, quoi. Donc j'aime ces voix-là. Ah. Ben, je suis un rocker qui adore le blues. Le blues, mais le blues du Delta. Pas le blues. J'aime bien le blues de Chicago, mais c'est un peu trop très bien joué, très propre. Je préfère bien. Tous les blacks sont remontés à Chicago après, mais moi je préfère Howlin' Wolf. Même, comment il s'appelle l'autre, en même temps que lui, pas Larry Taylor. Bon, j'aimais beaucoup, évidemment, celui qui a écrit Crossroads, merde, John. Oh, les premiers, quoi. Fred McDowell, Sonhouse, tous les premiers. J'aime ce blues-là. Un peu Cradock, un peu comme s'il savait pas trop jouer, tu vois. Mais j'aime bien, et ça sonne vrai, quoi. Après, bon. C'est vrai, il y a des groupes de blues en France. Il y en a qui sont bons, hein, qui jouent bien. C'est pas mon truc à moi. Le vrai blues, moi je fais pas du vrai blues. Et Johnny Hooker, j'aimais bien aussi. Tu vois, et lui, il a fait aussi des trucs avec les Blancs. Il a fait Gloria avec Van Morrison. Il est bien leur version. R.L. Burnside, j'aimais bien. Jim Kimbrough, j'adore le disque des Black Keys ils ont repris que des morceaux comme ça. Donc ils ont dû faire ça en une semaine, très vite, parce que c'est des bons musiciens, et bien joué. Et il n'y a pas un morceau à eux, il n'y a que ces morceaux-là. Donc là j'ai acheté l'album, tu vois. Moi j'achète toujours des albums, quoi, quand il y a un truc qui me plaît. Le dernier Dylan, j'ai acheté, ça m'a plu, le Robert Palmer avec Alison Krauss. Les deux voix sont belles, quoi. Après, c'est pas vraiment mon truc à moi. Et mon truc à moi, c'est difficile, parce que même Bordon, je sais pas s'il enregistre encore. Tu vois, oui, assez. Ils ont fait assez pour écouter. Voilà. Bah, toi, j'ai rien contre le rap, par exemple. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est des machines qui les accompagnent. Et moi, je préférais toujours la musique jouée par des musiciens. Donc ça, c'est hyper important. J'essaie d'avoir des bons musiciens qui jouent avec moi, on est ensemble, c'est fidèle, on est un beau groupe ensemble. Et donc c'est pour ça que, bon, après le rap, il y a eu des cas un peu trop sexistes, tu vois. Les machines ont pris un peu trop de place dans la musique. Je préférais toujours les musiques jouées par des musiciens. Voilà, ça c'est important. Et puis aujourd'hui, plus ça va, plus il y a des machines. Ouais. Même les rappeurs, ils pourraient se faire accompagner par un guitariste, un bassiste, un batteur, ne serait-ce que ça. Un clavier pour avoir des sons autres. Et pour rajouter peut-être aussi des bases rythmiques
de machines, mais qu'il y ait au moins des musiciens pour jouer avec. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est la musique jouée par des êtres humains. Parce que les êtres humains, ils ont leur blues à eux, ils ont leur âme. Ils mettent, quand musiciens, ils mettent leur âme dans ce qu'ils font et ça se sent. Et donc, et puis écouter de la musique, c'est très important, ça fait du bien. La musique, ça fait vraiment du bien. Quand j'entends des gens qui sont un peu... Oh non, non. La musique, c'est hyper important. Que vous ayez n'importe quelle musique, hein. Vous voulez, les mots m'écoutent du rap, bah, tant mieux pour le rap. Mais écoutez aussi le reste autour. Mais même le classique, la variété, ça me déplaît parce que c'est un peu trop pour gagner du blé, pour faire de l'argent. Mais de la musique jouée par des musiciens, voilà. Ça, c'est bon. Mimi, c'est 32 ans de vie commune, d'amour. Elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Et depuis ce fameux concert à Issy-les-Moulineaux avec le pianiste, où elle était là par hasard, pour accompagner une amie à elle. Elle devait aller faire du yoga, puis elle est restée, puis elle m'a écouté. Et au bout d'une heure, elle a tapé sur le bras de sa copine, elle lui a dit « c'est lui que je veux ». Moi, je ne le savais pas encore à l'époque. Et Mimi, ça a été la compagne de ma vie, ça a été le cadeau de ma vie. Bah, maintenant, je suis heureux. Même si j'ai le blues parce qu'elle n'est plus là avec moi, mais je suis heureux de l'avoir eue pendant 30 ans près de moi. Et en plus, vraiment, on a été comme ça parce que elle a même tourné avec moi. Elle faisait tour manager, elle conduisait le minibus. Et elle était incroyable, quoi. Elle a travaillé avec moi tout le temps. Et voilà, puis après, ce truc est arrivé, cette saloperie. Voilà. Après, elle est morte. Elle s'est battue pendant 7 ans et demi avant d'y passer. Et elle a peut-être tout fait à l'envers, et moi je ne l'ai pas poussée non plus parce que je voulais qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse ce qu'elle voulait. Donc j'ai peut-être eu tort, j'aurais dû reposer la chimio tout de suite. Enfin, j'en parle pas chimio, donc. Mais voilà, Mimi, c'est mon cœur, c'est ma vie. Et j'espère que je vais la retrouver un jour, je ne sais pas comment. Dans une autre vie, peut-être. Si ça existe, une autre vie, ou je sais pas où. Dans mes rêves, viens chérie.